Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information. Aujourd'hui, nous faisons le point sur plusieurs événements majeurs à travers le monde. Entre la tension entre le Hezbollah et le gouvernement libanais, la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et un émissaire de Donald Trump, les crues meurtrières de l'Himalaya en Inde, le désaccord au sein de l'armée israélienne concernant une occupation totale de Gaza, et enfin l'exclusion définitive de Maurice Kamto de la présidentielle camerounaise. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Voici l'actualité du jour. Le Hezbollah rejette la décision du gouvernement libanais sur son désarmement. Le Hezbollah a vivement réagi à la récente décision du gouvernement libanais visant à désarmer les groupes armés non étatiques d'ici la fin de l'année 2025. Dans un communiqué publié mercredi, le mouvement chiite soutenu par l'Iran a qualifié cette mesure de faute grave, estimant qu'elle prive le pays de sa capacité de résistance face à Israël. Selon le Hezbollah, cette décision affaiblit la souveraineté nationale et offre un avantage stratégique à Israël. Le mouvement a déclaré qu'il n'entend pas reconnaître cette directive et qu'il agira comme si elle n'avait jamais été prise. Cette prise de position intervient alors que le gouvernement libanais, sous la pression du premier ministre Nawaf Salam, a demandé à l'armée d'élaborer un plan pour garantir le monopole des armes par l'État, dans le cadre d'un processus devant aboutir avant la fin de l'année. La décision s'inscrit dans un contexte de pression internationale croissante, notamment de la part des États-Unis, en faveur d'un renforcement du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire libanais. Toutefois, elle soulève de nombreuses tensions sur la scène politique nationale où le Hezbollah joue un rôle majeur. Alors que la situation au Moyen-Orient reste tendue, une rencontre importante s'est tenue à Moscou. Rencontre constructive entre Vladimir Poutine et un émissaire américain. Le Kremlin a qualifié de constructif et utile l'entretien tenu mercredi 6 août 2025 entre le président russe Vladimir Poutine et Steve Witkoff, émissaire spécial du président américain Donald Trump. La réunion s'est tenue à Moscou 2 jours avant la date fixée par Washington pour une possible escalade des sanctions contre la Russie si aucune avancée n'était constatée dans le dossier ukrainien. Selon le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, les discussions ont porté sur la situation en Ukraine ainsi que sur l'état des relations russo-américaines. Il a indiqué que la Russie avait transmis certains signaux à son interlocuteur sans préciser la nature. L'administration Trump a fixé au 8 août 2025 un ultimatum exigeant la fin des hostilités en Ukraine sous peine de sanctions renforcées, notamment sur les exportations énergétiques russes. Dans ce contexte, la visite de Steve Witkoff s'inscrit dans une tentative diplomatique pour faire baisser les tensions et explorer des pistes de résolution du conflit. Aucun accord concret n'a été annoncé à l'issue de la rencontre, mais le Kremlin souligne que l'échange a permis d'aborder de manière approfondie plusieurs aspects du différend. Steve Witkoff, proche de Donald Trump et homme d'affaires reconverti en diplomate, joue un rôle central dans les efforts non officiels des États-Unis pour renouer le dialogue avec Moscou. Du conflit en Ukraine aux catastrophes naturelles, l'Inde fait face à une crise. Crue soudaine dans l'Himalaya, plusieurs morts et disparus. En Inde, des crues subites survenues mardi 5 août dans l'état montagneux de l'Uttarakhand ont provoqué la mort d'au moins 4 personnes et fait plus d'une cinquantaine de disparus selon les autorités locales. L'armée indienne mène actuellement des opérations de recherche et de sauvetage dans la localité de Darali, située dans une vallée touristique de l'Himalaya. Les fortes précipitations de mousson ont déclenché des torrents de boue et de débris, causant d'importants dégâts. Certaines zones du village sont ensevelies sous jusqu'à 15 mètres de boue, rendant les recherches particulièrement difficiles. Les lignes téléphoniques ont été endommagées et les conditions météorologiques demeurent défavorables. Selon Mohsen Saedi, représentant de la Force nationale de réponse aux catastrophes,
Les secours continuent leurs recherches malgré les difficultés. Le bilan initial d'une centaine de disparus a été révisé à la baisse, mais une cinquantaine de personnes restent introuvables, principalement à Darali. Par ailleurs, 11 soldats sont portés disparus dans le village voisin de Hersil. Des vidéos diffusées par les médias indiens montrent des coulées de boue emportant des habitants. Des renforts militaires ont été déployés, accompagnés de chiens renifleurs, drones, hélicoptères et engins de déblaiement. L'armée procède également à l'acheminement de médicaments et à l'évacuation des personnes affectées. Le chef du gouvernement régional, Pushkar Singh Dhami, a attribué la catastrophe à des précipitations soudaines et intenses. Les services météorologiques signalent que le niveau des principaux cours d'eau de la région a dépassé le seuil d'alerte, obligeant les autorités à déplacer les habitants vers les hauteurs. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de plus en plus marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes. D'après l'hydrologue Manish Shrestha, les 270 mm de pluie tombés en 24 heures font de cet épisode un événement extrême susceptible d'être lié au changement climatique. L'Organisation météorologique mondiale rappelle que l'intensification des inondations et des sécheresses constitue un signal d'alarme sur l'évolution du cycle de l'eau à l'échelle mondiale. Toujours au Moyen-Orient, un conflit interne oppose le premier ministre israélien à son armée. Désaccord entre Benjamin Netanyahou et l'armée sur une éventuelle occupation totale de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé ce mardi 5 août 2025 sa volonté de mener une occupation totale de la bande de Gaza afin de vaincre complètement le Hamas. Cette position se heurte toutefois à une opposition croissante au sein de l'armée israélienne, notamment de la part de son chef d'état-major, le général Eyal Zamir. Selon les sources militaires, la hiérarchie de l'armée israélienne exprime de fortes réticences à l'égard d'une nouvelle occupation terrestre à grande échelle de l'enclave palestinienne, en particulier dans des zones densément peuplées comme Gazaville et les camps du centre. L'état-major privilégie des opérations ciblées et la création de corridors sécurisés pour fragmenter le territoire plutôt qu'une offensive généralisée. Le général Zamir a averti que l'élargissement des combats dans ces zones pourrait compromettre les chances de retrouver les 22 otages toujours présumés vivants. Il a même évoqué en interne la possibilité de présenter sa démission si une telle offensive était engagée, selon des sources proches des discussions. Une confrontation directe aurait eu lieu entre Netanyahou et le chef de l'armée lors d'une réunion sécuritaire mardi. À l'issue de cet échange, le bureau du Premier ministre a publié un court communiqué affirmant que l'armée israélienne est prête à mettre en œuvre toute décision prise par le cabinet de sécurité. De son côté, le Forum des familles d'otages s'oppose fermement à l'option d'une occupation totale qu'il considère comme une menace directe pour la vie des captifs. Une réunion décisive du cabinet de sécurité israélien, composé notamment de plusieurs ministres ultranationalistes, est prévue jeudi à 18h. C'est cette instance qui devra statuer sur une éventuelle intensification de l'offensive militaire à Gaza. Enfin, en Afrique, un bouleversement politique secoue le Cameroun. Le Conseil constitutionnel confirme l'exclusion de Maurice Kamto de la présidentielle. Vive réaction dans l'opposition. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté ce mardi 5 août le recours déposé par Maurice Kamto, confirmant ainsi sa disqualification pour l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Cette décision entérine la position de l'organe électoral ELECAM qui avait écarté la candidature de l'opposant. Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième lors du scrutin de 2018, ne pourra donc pas affronter à nouveau le président sortant Paul Biya, âgé de 92 ans, candidat à un 8e mandat. Cette éviction a provoqué une profonde déception chez les partisans de Maurice Kamto. Le vice-président de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Emmanuel Sim, dénonce une décision politique.
C'est un massacre du droit et de la démocratie camerounaise, a-t-il affirmé. Selon lui, les membres du Conseil constitutionnel ont manqué à leur serment et ont agi sous influence. Ces conseillers-là ont failli à leur serment. Le sentiment que nous avons, c'est que cette décision était écrite d'avance, a-t-il ajouté. L'un des points centraux du contentieux repose sur l'identité de la personne habilitée à investir un mandat au nom du parti Manidem, allié du MRC. Deux camps s'opposaient, celui d'Anissé Ekane, favorable à Kamto, et celui de Dieudonné Yegba, qui a déposé un de ses concurrents en dernière minute. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, a tranché. Nous avons des documents qui prouvent clairement qu'Anissé Ekane n'assume aucune fonction au sein du Manidem. Au moment du dépôt des candidatures, le mandataire social, c'est Dieudonné Yegba. Selon les autorités, la décision repose sur des bases juridiques claires. Le droit a été dit, a déclaré le ministre, qui invite ceux qui contestent la décision à exprimer leur déception en privé. Ceux qui ont des remords ou qui veulent pleurer peuvent le faire tranquillement dans leur chambre. Après l'examen de 36 requêtes en 2 jours, le Conseil constitutionnel doit désormais publier la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle camerounaise. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À bientôt pour une prochaine édition. Très bonne soirée à toutes et à tous.